Bonjour camarades. Le 17 février 1673, à Paris, Jean-Baptiste Bauquelin, dit Molière, s'éteint à l'âge de 51 ans, à son domicile et non sur scène comme le voudrait la légende. Il venait alors de jouer pour la 4e fois le rôle-titre de sa pièce Le Malade imaginaire. À cette époque, il est déjà reconnu comme étant l'un des meilleurs acteurs et auteurs comiques de son temps, et laisse derrière lui plus d'une trentaine d'œuvres encore étudiées de nos jours. De nombreux mystères parsèment encore la vie de notre dramaturge préféré. Et si je passe aujourd'hui devant la caméra, c'est parce que ce personnage me fascine et que j'ai toujours adoré ses pièces de théâtre. Mais d'abord, rendons à César ce qui appartient à César. Ce format est bien évidemment inspiré des vidéos 5 théories de Didi Chandoudoui. Je pense qu'il nous pardonnera aisément ce petit emprunt. Maintenant que c'est dit, on est parti pour 7 théories sur Molière, sa vie, son œuvre. Il n'existe à ce jour aucun texte écrit de la main de Molière, excepté quelques annotations ou signatures ici et là. De son vivant, il gardait ses manuscrits dans un coffre. Mais que sont-ils devenus après sa mort? Première hypothèse qui voudrait que si aucun manuscrit de Molière ne nous soit parvenu, c'est tout simplement qu'à son époque, il n'était pas d'usage de conserver le manuscrit d'un texte après sa publication. En effet, Corneille et Racine sont dans le même cas, et excepté quelques notes conservées par leurs descendants, il n'existe aucun original. Deuxième hypothèse, la comédienne Armande Béjart, pendant 11 ans l'épouse de Molière, aurait tout simplement vendu ses manuscrits après sa mort pour rembourser ses dettes. Ou alors, on aurait délibérément fait disparaître ses écrits. On dit que ce sont les ennemis de Molière qui auraient acheté la malle contenant les textes, dans le seul but de la brûler. On raconte aussi que les nombreux dévots, hommes d'église et religieux, fâchés contre le dramaturge, notamment depuis sa pièce Le Tartuffe, auraient volé la malle pour, là encore, détruire les manuscrits. Cependant, il existe une légende selon laquelle, sous la Restauration, au début du 19e siècle et donc près de 150 ans après Molière, un paysan aurait apporté le fameux coffre à la Bibliothèque nationale. Hurrah, on a retrouvé les manuscrits! Et non, malheureusement, deux versions font différer la fin de l'histoire. La première? Eh bien, ce jour-là, à la bibliothèque, personne n'aurait été là pour recevoir le paysan quand il vint se présenter. C'est con, hein? Dans la deuxième, il serait tout simplement reparti devant tant de complications administratives. On ne saura probablement jamais ce qu'il est advenu de ces fameux manuscrits. Heureusement, le génie de Molière, lui, nous est bien parvenu, et l'on se régale à lire ses pièces ou à les voir jouer au théâtre. Mais... en est-il vraiment l'auteur ? Depuis 1919, la paternité des œuvres de Molière fait l'objet d'un débat houleux. C'est un certain Pierre Louis, un poète, qui annonce avoir mis au jour une supercherie littéraire. Tout commence lorsque Pierre Louis trouve dans Amphitryon, une comédie de Molière, une versification proche de celle de Corneille. Ainsi, selon lui, Molière n'aurait été que le prête-nom de Pierre Corneille. En d'autres mots, c'est Corneille qui aurait écrit les pièces de Molière. Oh! Et depuis près de 100 ans maintenant, deux camps s'opposent. Ceux qui pensent, comme Pierre Louis, que Corneille est effectivement l'auteur des textes de tout temps attribués à Molière. Et ceux qui pensent qu'il ne s'agit là que d'une théorie fumeuse. Tous avancent de solides arguments pour démontrer la véracité de leur thèse. C'est une théorie qui mériterait presque une vidéo entière tant les arguments sont nombreux de chaque côté. Les partisans de cette théorie fondent leur argumentation sur la ressemblance lexicale entre les pièces de Molière et celles de Corneille, ainsi que sur des faits d'ordre historique et notamment le fait qu'aucun manuscrit de Molière n'ait été retrouvé. Cependant, on l'a vu, cet argument est facilement réfutable car très peu de textes de Corneille ont également été retrouvés. Des termes normands que Corneille, originaire de Rouen, aurait été plus susceptible d'utiliser ont été relevés dans les textes de Molière. Une autre chose interroge. C'est l'âge auquel Molière a écrit ses plus grandes pièces. 37 ans. Comment un comédien pourrait-il, d'un jour à l'autre, se transformer subitement en un auteur de la dimension de Molière? Hippolyte Wouters, un avocat belge, dit même que ce serait le seul cas où, je cite, « un auteur médiocre jusqu'à 40 ans devient non seulement profond, mais surtout une des plus belles plumes de son temps. » Mais revenons à Corneille. Les corneillistes, ceux qui défendent cette thèse, en viennent à penser qu'un accord aurait été conclu entre les deux auteurs en 1658 à Rouen, lors de la venue de Molière et de sa troupe. Cette visite marquerait selon eux un tournant dans la vie de Molière,
puisque son premier succès, Les Précieuses Ridicules, date de 1659, soit un an après. Drôle de coïncidence, n'est-ce pas? A noter cependant que certaines œuvres de Molière sont le fruit d'une collaboration avérée et publique avec Corneille. C'est le cas de la tragédie-ballet Psyché qui a été écrit par Molière, Corneille et Philippe Quinault. Cette théorie, on l'a vu, prend naissance avec Pierre Louis, mais elle se renouvelle et s'intensifie au début des années 2000, et notamment avec la publication par le chercheur Dominique Labbé de 2 articles inspirés par ce qu'on appelle la méthodologie statistique, en gros des études basées sur les statistiques pures, et qui cherchent à prouver la proximité linguistique de Molière et de Corneille. On compare plusieurs textes des 2 auteurs et on obtient une distance intertextuelle. Je ne rentre pas plus dans les détails, de 1 pour ne pas vous embrouiller et de 2 pour ne pas me perdre moi-même dans des explications complexes. Cela dit, c'est passionnant comme étude. Si cela vous intéresse, comme d'habitude, les sources sont en description. Donc en gros, on obtient une distance, une note, comprise entre 0 et 1. Pour 2 textes, si la note est de 0, c'est que les mots sont employés à la même fréquence, et donc que les textes sont identiques. Si les textes ne partagent aucun mot en commun, la distance est de 1. Ça paraît simple dit comme ça, mais de nombreuses précautions sont nécessaires. Il faut notamment respecter une taille de texte supérieure à 5000 mots et lématiser les 2 textes, c'est-à-dire différencier les homonymes, repérer tous les genres d'un même mot, etc. Après un étalonnage de nombreux textes, Labbé conclut que 2 textes dont la distance intertextuelle est inférieure ou égale à 0,20 sont indubitablement, statistiquement, du même auteur. Entre 0,20 et 0,25, il est fort probable qu'ils le soient, ou alors écrits à la même époque, dans un même genre et sur un sujet identique. Entre 0,25 et 0,40, il serait difficile de définir la paternité d'un texte anonyme. Et au-dessus des 0,40, les auteurs sont certainement différents ou d'un genre très éloigné. Dominique Labbé a donc utilisé son algorithme sur les textes de Molière et de Corneille. Ses conclusions sont que 16 à 18 comédies attribuées à Molière sont en fait des écrits de Corneille, leur distance interlexicale avec les textes de Corneille étant inférieure à 0,25. En appliquant cet algorithme à la tragédie Psyché dont je vous ai parlé un peu plus tôt, il ne parvient pas à distinguer Corneille et Molière, tandis que Philippe Quinault, le 3e auteur, se démarque nettement. Suite à de nombreuses critiques, il change de méthode, mais parvient à la même conclusion. Corneille est bel et bien l'auteur des pièces de Molière. Ah, il en démord pas le mec, hein. En 2008, la linguiste russe Elena Rodionova soutient une thèse consacrée à la question de la paternité des œuvres de Molière. Et là encore, la conclusion reste la même. Ok, on vient de voir les éléments qui permettent de valider cette théorie. Mais une question vous taraude sûrement. Non, pas du tout. Pourquoi Corneille aurait-il accepté, lui, l'un des plus grands dramaturges de son époque, d'être le nègre d'un comédien de farce? Vous commencez à les connaître, les corneillistes ont réponse à tout. Tout d'abord, Corneille aurait fait tout cela par besoin d'argent, puisqu'à l'époque des premières pièces écrites de Molière, Corneille n'écrivait plus grand chose, et donc besoin de thunes quoi. Il aurait également eu le désir d'écrire des farces, sans vouloir pour autant compromettre par de vulgaires comédies son image d'auteur de tragédie, considéré comme le plus grand style littéraire qui soit. De même, écrire de sulfureuses comédies sous le nom d'un autre lui aurait permis de régler ses comptes avec la bourgeoisie parisienne sous couvert d'anonymat. Alors, convaincu? Molière n'est qu'un porte-parole, un vulgaire interprète? Vous êtes désormais persuadé que Corneille est le véritable auteur de ses œuvres? Attendez un peu. Selon Pierre Louis, Molière n'aurait été que le prête-nom de Corneille, selon une pratique qu'il croyait courante à l'époque des 2 auteurs, mais qui n'existe en réalité que pour certains pamphlets, c'est-à-dire des essais. De plus, selon beaucoup de moliéristes, la comédie serait le seul genre littéraire dans lequel Corneille n'aurait pas véritablement réussi, arguant qu'elles sont toujours un peu trop sérieuses, contrairement aux farces de Molière, où tout aspire au rire et à l'hilarité. D'ailleurs, on pense même que Corneille éprouvait à son égard une certaine jalousie. Oui d'accord, mais et les études statistiques ne confirment-elles pas définitivement cette théorie? Eh bien pour Jean-Marie Vipré, professeur à l'université de Franche-Comté, les statistiques lexicales ne constituent pas une preuve suffisante. L'étude menée par Dominique Labbé est selon lui trompeuse, car la comédie est un genre très contraignant. Il est alors logique de voir de nombreuses ressemblances textuelles entre les farces des 2 auteurs, qui sont également du même siècle et utilisent alors des vocabulaires semblables. De plus, l'étude statistique ignorerait les configurations de textes plus complexes. Par exemple, l'emploi d'interjections « ah, oh, zut » ne se retrouve que dans les pièces de Molière, fortement influencées par la commedia dell'arte. D'autres études ont vu le jour par la suite.
Une d'entre elles a mis en évidence des différences statistiquement significatives entre les comédies de Molière et celles de Corneille, aussi bien pour la répartition de syllabes en fin de vers que pour la distribution d'unités lexicales thématiques et non thématiques. Une autre étude, reprenant le protocole de l'abbé sur un corpus théâtral élargi à plein d'autres auteurs, montre que la proximité observée entre certaines pièces de Corneille et de Molière n'a rien d'exceptionnel. En effet, avec cette méthode, on pourrait attribuer à Pierre Corneille non seulement les pièces de Molière, mais aussi les tragédies de certains de ses contemporains, ainsi que des comédies d'un certain Jean-François Reignard. Un autre argument avancé par les moliéristes, c'est que, du vivant de Molière, ses ennemis n'hésitaient pas à l'accuser de tous les maux. MAUX. Il aurait plagié des auteurs italiens et espagnols, il aurait puisé dans des mémoires fournis par ses contemporains pour écrire ses pièces, il aurait même été cocu. Or, aucun ne lui a jamais contesté la paternité de ses œuvres à succès. Étrange, non ? Quant au fait que Molière soit devenu un auteur de génie à un âge relativement avancé pour l'époque, l'historien Georges Forestier pense qu'au contraire, l'évolution de son œuvre montre une vraie progression. De sa première comédie, L'Étourdi, en 1655, à sa première grande comédie, L'École des femmes, créée en 1663. Forestier rappelle aussi que Jean de La Fontaine, qui avait le même âge que Molière, a composé sa première œuvre en 1654, soit à peine un an plus tôt que Molière, et que son génie littéraire ne s'est révélé que bien plus tard. Il donne également l'exemple d'Umberto Eco, qui écrit son premier roman à 48 ans. Concernant la thèse selon laquelle Corneille aurait eu des problèmes financiers, le même Forestier souligne qu'il ne s'agit que d'une légende. En effet, Corneille est mort riche et son installation à Paris en 1662 est une preuve de sa réussite financière. Il rappelle par ailleurs qu'à la fin de l'année 1662, Pierre Corneille et son frère, Thomas, ont organisé une cabale contre l'école des femmes, une pièce dans laquelle Molière se moque ouvertement de leur titre de noblesse. Il est donc peu probable que Corneille ait écrit puis critiqué une œuvre dans laquelle il se moque de lui. Notons également que, durant la période où Corneille est censé avoir écrit pour Molière, il publiait l'Office de la Sainte Vierge, une œuvre qui suppose un important travail de traduction et de versification, ce qui lui aurait difficilement laissé le temps d'écrire pour un autre, tout en composant ses propres pièces de théâtre. On peut terminer en disant que fin 2019 est parue une nouvelle étude statistique sur les textes de Molière, de Corneille et d'autres auteurs de leur époque. À l'aide de 6 méthodes différentes, l'étude parvient à la conclusion que Pierre Corneille n'a pas écrit les textes de Molière. 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 Molière est un pseudonyme, tout le monde le sait. Toujours orthographié sans accent par Jean-Baptiste Poquelin lui-même, son origine et sa signification posent question. C'est en 1644, après un séjour à Rouen auprès du célèbre auteur Pierre Corneille, que le comédien signera pour la première fois de son pseudonyme Molière. A l'époque, les comédiens prennent des noms de scène pour épargner la honte à leur famille. En effet, l'Église catholique considérait alors les acteurs comme des êtres dépravés, et leur refusait même d'être enterrés dans un cimetière. On ne sait pas avec certitude pourquoi Jean-Baptiste Poquelin a choisi ce nom, Molière. Grimaret, le premier biographe de Molière, avoue que ce dernier n'a jamais voulu en dire la raison, pas même à ses meilleurs amis. L'explication la plus simple serait qu'il se soit inspiré du nom d'un écrivain du XVIIe siècle, François de Molière, mort assassiné en 1624. Plausible. Mais pour certains, la vérité se trouve ailleurs. De nombreux comédiens du temps de Molière choisissaient pour pseudonyme des noms champêtres, évoquant la campagne, la ruralité, la nature. Pourquoi en serait-il autrement pour Molière ? Beaucoup de lieux-dits situés à proximité de sites de meulières, c'est-à-dire de carrières de pierre, portent le nom de Molière. On peut alors penser que Molière n'ait jamais eu de son vivant le besoin de se justifier sur un nom aussi banal. Creusons encore un peu plus. Le verbe moliérer signifiait à l'époque légitimer. Que le nom de théâtre Molière dérive d'un verbe n'a rien de surprenant. C'est même fréquent, notamment avec les noms de personnages de la Commedia dell'arte, genre de théâtre italien dont s'est fortement inspiré Molière. Sganarelle, personnage que l'on retrouve entre autres dans Don Juan, ou Le médecin malgré lui, est un nigaud, un naïf. Il tire son nom du verbe sganar, qui veut dire se tromper. Dans Les fourberies de Scapin, le dit Scapin est un rusé, un filou. Là encore, son nom est tiré d'un verbe, scapare, qui signifie s'échapper. Mais alors pourquoi avoir choisi un dérivé du terme légitimer ? Eh bien, vous l'aurez compris, ceci est une preuve supplémentaire que Corneille serait le véritable auteur des pièces de Molière. On disait d'un roi qu'il pouvait moliérer un bâtard,
le légitimer donc, comme un seigneur moliérait une terre. Ainsi, Corneille aurait fait de même avec Jean-Baptiste Poquelin, afin qu'il devienne son porte-voix, son Molière, celui qui l'aurait rendu légitime à pouvoir le jouer partout en France, et à la cour, devant le roi. Ok, mais si Molière signifie légitime, pourquoi ne pas l'avoir dit? Pourquoi avoir caché la vérité? Corneille n'était-il pas le plus grand poète de France? Poquelin aurait dû être fier d'être son Molière. Les partisans de cette théorie vous répondront alors que si Jean-Baptiste Poquelin s'était publiquement déclaré le Molière de Corneille, il se serait attiré des moqueries, beaucoup de moqueries. En effet, de 1644 à 1659, il joue surtout des farces en province. C'était trop tôt pour prétendre être le porte-voix d'un illustre dramaturge et afficher sa légitimité. De plus, Molière avait bien trop d'ennemis, surtout après être devenu le bouffon du roi en 1659. Certainement ne voulait-il pas s'en créer d'autres et attiser la jalousie. Pourtant, cela ne les a pas empêchés de répandre les pires rumeurs à son égard. Un peu de contexte. À 40 ans, Molière épouse la comédienne Armande Béjart, alors âgée de 20 ans. Outre la différence d'âge, cette union est jugée scandaleuse car Armande n'est autre que la fille de Madeleine Béjart, la maîtresse de Molière. Ce mariage lui vaut donc d'être accusé de relations incestueuses, car Armande ne serait autre que sa propre fille. Tout commence par l'attaque de Montfleury, un comédien et l'un des principaux ennemis de Molière, qui accuse son rival d'avoir épousé la fille et d'avoir autrefois couché avec la mère. Il porte sa requête au roi, mais la cour s'en moque. Peu importe, le mal est fait. La rumeur se répand. Le mariage de Molière avec Armande Béjart serait un mariage incestueux. Mais une chose interroge. Le roi s'en fiche, d'accord, mais la justice aurait pu être saisie, auquel cas, même le roi n'aurait pu arrêter la procédure de vérification. Pourtant, jamais les ennemis du dramaturge n'entameront la moindre démarche pour vérifier le bien fondé des allégations de Montfleury. Oh, ce n'est certainement pas par bonté d'âme. Est-ce parce que le dossier était tout simplement vide, que sa situation familiale était parfaitement normale et qu'il n'y avait définitivement rien à lui reprocher? Plutôt qu'une accusation d'inceste, certains historiens comme Roger Duchesne voient dans cette requête une tentative de faire invalider le mariage, l'Église interdisant le mariage avec l'enfant d'une ancienne femme ou maîtresse. Toujours selon Duchesne, si Montfleury n'a pas été écouté, ce n'est pas parce que son accusation était sans fondement, mais parce qu'il appartenait à une troupe rivale, et ayant de ce fait maintes raisons de vouloir nuire à Molière. En gros, il n'était pas crédible. Le cas d'Armande Béjart, dite Mademoiselle Molière, est assez particulier car on ne connaît pas avec certitude son lien de parenté avec le reste de la fratrie Béjart. On ne sait véritablement si elle était la sœur ou la fille de Madeleine. Et d'ailleurs, ceci n'aurait pas grande importance si Molière, après avoir été l'amant de Madeleine, ne s'était marié avec Armande. Sœur ou fille de Madeleine, les deux hypothèses sont assez vraisemblables, compte tenu des dates de naissance d'Armande et de Madeleine, ainsi que de la date de décès du père, Joseph, en 1641. Molière se serait quant à lui justifié auprès du roi en produisant l'acte de baptême de sa femme. Malheureusement, cet acte est aujourd'hui introuvable. Pas de manuscrit? Pas d'acte de baptême? Au cours des années 1680, des bruits sur l'existence d'un mystérieux prisonnier commencent à se répandre en France. Si les détails restent flous, le récit est saisissant. Un homme à l'identité inconnue aurait été enfermé sur l'ordre du roi Louis XIV. Au-delà de son anonymat, il était contraint de porter un masque de fer, soustrayant ainsi son visage à tous les regards. Un frère jumeau du roi? L'intendant des finances Nicolas Fouquet? Le mousquetaire d'Artagnan? On a prêté au masque de fer d'innombrables identités. Et s'il s'était agi de Molière? C'est l'écrivain Anatole Loquin qui le premier émet cette invraisemblable hypothèse. Celle d'un Molière qui ne serait pas mort à la suite de la représentation du malade imaginaire, mais qui aurait été arrêté à la demande des jésuites, qui ne lui auraient jamais pardonné sa pièce Le Tartuffe, dans laquelle Molière se moque des hommes d'église. Pourtant, Louis XIV appréciait réellement le talent de Molière et le soutenait dans tout ce qu'il entreprenait. Le principal argument pour Anatole Loquin est que la première biographie concernant Molière date de 1705, soit 2 ans après la mort du masque de fer. Ainsi, Louis XIV aurait attendu que Molière soit réellement mort en 1703, et non en 1673, pour autoriser la publication d'une biographie de celui-ci. Mais cette thèse est peu probable, les circonstances de la mort de Molière en 1673 n'ayant jamais été remises en cause et ayant eu lieu devant de nombreux témoins. Cela ferait également mourir Molière à plus de 80 ans, alors que son état de santé était ouvertement précaire en 1673, 30 ans avant la mort du masque de fer.
Je vous l'ai dit en intro de la vidéo, contrairement à ce que l'on raconte, Molière n'est pas mort sur scène, mais chez lui, après la 4e représentation du Malade imaginaire, le 17 février 1673. Souffrant affreusement de la tuberculose, sa femme insiste pour qu'il annule la pièce. Mais pensant à sa troupe et aux comédiens qui doivent gagner leur vie, Molière refuse. À 16h, le rideau se lève. Molière parvient à tenir son rôle jusqu'à la dernière réplique. À la fin, il est conduit chez lui en chaise à porteur. Alité, il est pris de violentes quintes de toux. Il crache tellement de sang qu'il ne peut plus respirer. Vers 22h, il meurt étouffé. Et c'est là que les doutes commencent. On ne sait pas avec certitude où Molière repose. Le biographe Grémaret nous dit, je cite, « Tout le monde sait les difficultés que l'on eut à faire enterrer Molière comme un chrétien catholique. Je vous en parlais juste avant, pour l'Église, les comédiens qui exercent une profession dite infâme sont excommuniés. Le rituel du diocèse de Paris interdit de donner le viatique, c'est-à-dire la communion, aux indignes tels que les usuriers, concubinaires, comédiens et criminels notoires. Oui, c'est la même chose. Les comédiens ne peuvent donc recevoir les derniers sacrements et obtenir une sépulture ecclésiastique qu'à condition de renoncer par écrit à leur profession ou d'en faire oralement l'abjuration sur leur lit de mort en présence d'un prêtre. Malheureusement, Molière n'a pas eu le temps de signer ni d'abjurer. Des 3 prêtres de la paroisse de Saint-Eustache auxquels sa femme a fait appel pour lui porter l'extrême onction, 2 ont refusé de venir et le 3e est arrivé trop tard. Le curé de Saint-Eustache, le janséniste Pierre Martin, refuse donc d'accorder aux défunts une sépulture chrétienne. Mais il s'agit quand même d'un personnage réputé, notamment à la cour. La situation embarrasse le clergé. Finalement, un compromis est trouvé par le curé de Saint-Eustache. Il sera enterré, mais de nuit et sans cérémonie, au cimetière Saint-Joseph. Aucune inscription ne figure alors sur sa pierre tombale. En revanche, sur le registre des enterrements, le curé inscrit Jean-Baptiste Poquelin, tapissier, ce qui était le titre officiel de Molière à la cour du roi. Cependant, une trentaine d'années plus tard, un abbé nommé Olivet raconte que Jean de La Fontaine est enterré près de Molière au cimetière Saint-Joseph. Grave erreur! En effet, lorsque presque 100 ans plus tard, en pleine Révolution, on souhaite honorer les grands hommes, personne ne connaît l'emplacement exact où se trouve le corps de Molière, et l'on pense à tort que La Fontaine est près de lui. C'est ainsi que le 6 juillet 1792, on exhume quand même leurs restes présumés pour les transporter au musée des monuments français. Ce dernier fermera ses portes en 1816, donnant l'occasion parfaite au cimetière du Père-Lachaise de redorer sa réputation en récupérant les 2 célébrités nationales. Revenons un peu en arrière, en 1804. Lorsque le cimetière du Père-Lachaise est créé, son aménagement est confié à l'architecte Brognard, qui en fait un véritable jardin à l'anglaise. Mais peu habitués des cimetières ouverts au public, les Parisiens boudent ce lieu qu'ils estiment également trop loin du centre, situé dans un quartier pauvre et populaire avec des concessions trop chères. À peine 2000 personnes accepteront donc d'y être enterrées les 10 premières années. En 1816 donc, pour donner un côté plus prestigieux à ce cimetière délaissé, on décide d'y transférer les corps de Molière et de La Fontaine. Bingo, 10 ans plus tard, on pouvait déjà y admirer plus de 33 000 tombes de Parisiens, honorés de partager leur dernière demeure avec ces célébrités. Et aujourd'hui, ce sont bien près de 70 000 sépultures auxquelles plus de 3 millions de visiteurs du monde entier viennent rendre hommage. Opération marketing réussie donc. Mais comment être sûr qu'il ne s'agissait pas seulement d'un coup de com'? Les restes de Molière et de La Fontaine sont-ils réellement au cimetière du Père-Lachaise? S'il y a une chance infime que Molière ait bien été exhumé à Saint-Joseph, en revanche, on sait aujourd'hui grâce au registre que La Fontaine avait été enterré au cimetière des Innocents. Et donc qu'il n'était pas aux côtés de Molière et qu'il ne peut pas être au Père-Lachaise. Il se trouverait probablement quelque part dans les catacombes. La vérité la plus probable sur Molière est qu'il aurait eu 2 sépultures. Une officielle près de la croix centrale du cimetière Saint-Joseph, pour répondre à la demande appuyée du roi Louis XIV de donner une sépulture à celui qui l'avait tant diverti, mais il aurait été immédiatement retiré pour être enterré dans un coin plus officieux du cimetière, avec les suicidés et les morts-nés. Il aurait ensuite disparu en même temps que le cimetière Saint-Joseph et serait donc lui aussi dans les catacombes. Lors de la destruction du cimetière Saint-Joseph, la dépouille de Molière aurait été traitée aussi mal que celle des autres tenants de l'Ancien Régime, et ses ossements n'auraient jamais été retrouvés. Si bien que le monument du Père-Lachaise n'est pas une tombe, mais probablement un simple cénotaphe, aussi bien pour Molière que pour La Fontaine. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il s'agit là de ma première vidéo sur cette chaîne, j'ai pris énormément de plaisir à l'écrire et à la tourner. Si vous avez pris autant de plaisir à la regarder, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi, je hais ces cœurs pusillanimes qui, pour trop prévoir les suites des choses, n'osent rien entreprendre. Dans le contexte, ça veut rien dire, mais c'est classe.
À la revoyeur, camarades.